Alors, je vais commencer. Donc déjà, bah, écoutez, je vous remercie d'avoir contacté l'ANA pour cette présentation. Et donc, je suis ravie de pouvoir vous partager les actions que l'on mène en matière donc, de mobilisation du parc privé à vocation sociale depuis déjà de nombreuses années. Donc, je vais vous exposer notamment une réforme toute récente qui a eu lieu l'an dernier, vous donner un peu toutes les conditions et puis vous parler assez franchement des résultats que l'on obtient et ben, qui sont pas formidables non plus. Donc, on repère des forces dans notre dispositif, mais aussi des faiblesses. Et je finirai l'intervention par des pistes d'évolution. Euh, pour certaines déjà bien entamées et d'autres qui sont plutôt à ce stade des idées et des hypothèses. Donc, je vous ai laissé mes coordonnées sur le diaporama. J'ai aussi donné aux organisatrices une note plus détaillée de ce que je vais dire, où vous pourrez trouver aussi des liens Internet, des choses comme ça, si ça vous intéresse. Donc, ma présentation, ce sera en 4 parties. D'abord, je vais vous présenter rapidement ce qu'est l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, en France et ses missions, notamment à destination des propriétaires bailleurs. Le dispositif Loc-Avantage qui donc ouvre droit aux avantages fiscaux moyennant la convention signée avec l'Agence nationale de l'habitat pour chaque logement, je vous expliquerai. Ensuite, je vous expliquerai les aides aux travaux qui sont mobilisables dans le cadre de ce conventionnement. Et puis enfin, je terminerai par les forces et les faiblesses de notre dispositif. Donc, très rapidement, mais c'est quand même intéressant que vous compreniez. L'Agence nationale de l'habitat, c'est un établissement public de l'État qui dépend qui dépend de plusieurs ministères en fait. Donc, à la fois celui du logement, mais aussi du budget de l'économie, parce qu'en fait, nous sommes un organisme qui délivre des subventions et nous disposons chaque année d'une enveloppe budgétaire pour ce faire sur différentes thématiques que je vais vous présenter. Donc la finalité, le cœur de notre métier, c'est d'améliorer la qualité du parc privé existant, donc c'est-à-dire ancien, via des aides aux particuliers, qu'ils soient propriétaires occupants ou bailleurs. Dans les bailleurs, il y a plusieurs types de bailleurs, mais aujourd'hui, je vais vous parler du cas général des bailleurs les plus courants. Donc les thématiques d'intervention couvertes par l'agence, elles sont variés. Donc, je dirais le point de départ de l'agence qui est né en 71, hein, donc il y a 52 ans, c'était la lutte contre l'habitat indigne et dégradé. Donc, on est toujours là-dessus, c'est vraiment notre point de départ. C'est également de plus en plus, bien sûr, la rénovation énergétique du logement et par ce biais, la lutte contre la précarité énergétique des occupants. C'est la prévention et le redressement des copropriétés en difficulté. C'est l'adaptation des logements à la perte d'autonomie et au handicap, avec prochainement la mise au point d'une nouvelle aide consacrée à ce thème. Et puis enfin, donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui, la mobilisation du parc privé à vocation sociale. Donc ça aussi, c'est vraiment dans l'ADN de l'ANA. Dès le départ, l'ANA favorisait en fait le parc locatif privé. On ne parlait pas à l'époque de conventionnement, mais on parlait de développement de l'offre locative privée. Donc l'ANA intervient beaucoup dans le cadre de démarches contractuelles avec les territoires, c'est-à-dire avec les collectivités territoriales et locales, notamment au travers de ce qu'on appelle les opérations programmées d'amélioration de l'habitat, qui sont des contrats signés entre l'agence, la collectivité, et qui permettent, sur la base d'enjeux locaux, de définir des actions et de déléguer finalement, enfin de réserver, qui permettent à ce que l'ANA réserve pour ces territoires des enveloppes dédiées que les territoires peuvent abonder de leur côté également. Donc, du côté des bailleurs, l'ANA insère son action dans différents plans et dispositifs nationaux. Ça, c'est important de bien le comprendre, parce qu'en fait, notre action est vraiment orientée par ces politiques et par leur évolution au cours du temps.
Donc aujourd'hui, on est clairement inscrit dans ce qu'on appelle le plan national pour le logement d'abord et la lutte contre le sans-abrisme. Donc on a connu un premier plan quinquennal qui a démarré en 2018, qui s'est terminé en 2022, et on entre aujourd'hui dans le deuxième plan logement d'abord. Donc c'est vraiment une notion très importante, le plan logement d'abord, qui vise à orienter rapidement en fait les personnes sans domicile de l'hébergement vers un logement durable grâce à un accompagnement adapté. Donc en fait, le logement d'abord, c'est donner la priorité au logement comme une condition première à l'insertion des personnes. Donc on est vraiment sur une logique assez innovante, avec notamment la promotion, j'en parlerai plus tard, de l'intermédiation locative. Un deuxième plan important pour nous, c'est le plan de lutte contre les logements vacants, qui lui est porté plutôt par des collectivités auxquelles l'État apporte son soutien. Donc des collectivités engagées sur cette thématique, que l'État va aider à outiller, notamment sur le plan des données ou de solutions numériques adaptées. On est également inscrit depuis l'an dernier, depuis cette année, pardon, sur une feuille de route pour la rénovation énergétique du parc locatif privé. Alors pourquoi? Parce que en 2021 a été produite en France la loi dite climat et résilience, qui notamment a fixé un calendrier progressif d'interdiction de location des logements les plus énergivores. Donc c'est vraiment comment dire, ça a été un séisme, hein, et ça l'est toujours, hein, dans le monde de l'immobilier, notamment donc locatif, avec posé au fil du temps des interdictions et donc l'urgence à rénover les logements qui sont concernés. Donc forcément, le gouvernement, il a voulu suivre en fait la mise en œuvre de cette loi et de ce calendrier. Et bon, il se trouve qu'on est complètement partie prenante. Et au travers de son action, l'ANA apporte des solutions. En fait, on verra après. Donc ensuite, d'autres programmes qui visent plutôt cette fois la redynamisation et la rénovation des centres anciens. Donc on est plutôt sur des politiques plus territoriales, mais là aussi, la rénovation du parc locatif privé est un enjeu. Enfin, bien sûr, notre action s'insère complètement dans la fiscalité du bailleur. Et puis au niveau local, eh bien, donc il faut savoir qu'en France, la politique de l'habitat, j'entendais là vos interventions, donc vous parlez de l'État fédéral, de la région. Alors nous, c'est différent. Alors on n'a pas, au niveau régional, il n'y a pas de compétence habitat. La compétence habitat, elle est partagée entre le niveau national et le niveau vraiment local, au niveau de ce qu'on appelle le bloc communal, donc la commune et puis les groupements de communes. Et donc chaque groupement de communes, établissement public de coopération intercommunale, au-delà d'une certaine taille de population, est chargé d'établir ce qu'on appelle un programme local de l'habitat, qui va définir en gros les politiques locales que l'établissement de coopération souhaite mener, aussi bien sur le plan du parc privé que public. Et voilà. Donc, notre action, elle s'inscrit complètement là-dedans, dans la mesure où, en fait, les collectivités peuvent être délégataires, en fait, des aides délivrées par l'ANA, ce qu'on appelle des collectivités délégataires des aides à la pierre, et donc elles deviennent décisionnaires de l'attribution de ces aides dans le cadre d'enveloppes que l'État leur délègue. Ça, c'est important aussi, parce qu'en fait, toutes nos interventions lorsque ces délégations sont prises, vont s'inscrire, en fait, dans ces politiques locales. Voilà, maintenant je vais rentrer plus concrètement et précisément dans le dispositif Locavantage qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, donc le dispositif Locavantage, c'est un dispositif d'incitation fiscale à l'investissement locatif, donc à loyer maîtrisé. Et ce dispositif, il succède à plusieurs générations de dispositifs un peu équivalents depuis les années 99 de mémoire. Aujourd'hui, ça se présente sous la forme d'une réduction d'impôt sur le revenu global qui entre dans le plafonnement global des avantages fiscaux, qui est de 10 000 €. Ça, c'est un point très important, on en parlera après. Donc, effectivement, tout à l'heure, vous rappeliez, en Belgique, les revenus locatifs sont
peu taxés, si je comprends bien, ce qui n'est pas du tout le cas en France. Les revenus sont taxés de longue date. Alors, ils sont taxés effectivement différemment selon le statut du propriétaire, qu'il soit propriétaire indépendant ou bien sous forme juridique différente. Et puis, il sera taxé différemment selon ses revenus globaux, puisque des taux seront appliqués et qui seront différents, mais cependant, ses revenus sont taxés. Donc, la réforme, elle a eu lieu, Loc'Avantage donc, est apparu en 2022. À travers une communication assez large en fait de nos ministères. Donc je vous ai mis là des images alors c'était pas notre communication Anna, hein, communication du ministère du Logement, mais en fait au niveau du ministère de l'Économie, au niveau du ministère du Logement, au niveau de l'agence également, ben il y a eu pas mal de communication qui a été largement relayée dans la presse généraliste et spécialisée de manière à bien faire connaître le dispositif. C'est vrai que nous, ce dispositif-là, il est toujours aujourd'hui relativement peu connu. Les bailleurs et surtout les investisseurs connaissent essentiellement des dispositifs qui touchent le logement neuf, notamment un dispositif qui s'appelle réduction Pinel, du nom d'un ancien ministre. Ça, c'est vraiment un produit très, très, très connu pour les bailleurs qui souhaiteraient investir et défiscaliser. Le Loc'Avantage et les générations précédentes étant beaucoup moins connues. Donc, il y avait un enjeu de communication, mais malgré tout, on constate que le produit est quand même relativement peu connu. Donc, le principe, c'est quoi? C'est que 3 niveaux différents de loyer sont définis, du moins social, j'allais dire au plus social, mais toujours inférieur au loyer de marché, dont le LOC 1 étant ce qu'on appelle le loyer intermédiaire, qui est décoté de 15% par rapport à la valeur de loyer de marché, le LOC 2 qui va être le niveau social, décoté de 30%, et le LOC 3, le niveau très social de 45%. Donc ces 3 niveaux de loyer, ils sont définis nationalement à la commune. Ça veut dire que chaque commune se voit attribuer une valeur médiane de loyer au mètre carré et connaître la surface, pour connaître le plafond maximum applicable pour un logement donné sur une commune, on va y appliquer donc cette valeur médiane correspondant au LOC 1, LOC 2, LOC 3, à laquelle on appliquera un coefficient de surface. Je ne rentre pas là dans les détails dans le cadre de cette présentation, mais c'est indiqué dans ma note. Donc, chaque niveau de décote, LOC 1, LOC 2, LOC 3, va ouvrir un avantage fiscal, évidemment d'autant plus élevé que l'effort consenti sera plus fort. À noter que le LOC 3 ne peut se pratiquer qu'avec l'intermédiation locative et à noter que l'intermédiation locative apporte une bonification de l'avantage. Donc clairement, l'intermédiation locative, elle est portée par le dispositif parce que, je vous le disais, on inscrit notre action vraiment en lien avec le plan logement d'abord. Alors, quelles sont les conditions de location? Puisqu'évidemment, tout ça est soumis à des conditions très, très précises et très contrôlées. Donc, le bailleur va signer pour chaque logement concerné une convention avec l'ANA pour une durée minimale de 6 ans. Donc, il s'engage pour 6 ans à louer à loyer maîtrisé à des locataires sous conditions de ressources. Donc, les conditions de ressources, pareil, elles sont définies chaque année par zone géographique et selon les profils des familles, composition familiale. Pas le droit de louer à un membre de sa famille. Il faut que le logement soit loué vide et il faut que le logement soit décent. Alors, les critères de décence, ils ont été définis par décret en 2002 et depuis cette année, ils incluent un critère de décence énergétique, donc une performance énergétique minimale. En tout cas, côté conventionnement ANA, il y a une éco-conditionnalité qui est supérieure aux critères de décence. C'est l'étiquette minimum E du diagnostic de performance énergétique et il sera dès 2028. Alors, je ne sais pas si nous avons, entre la Belgique et la France, la même grille DPE. C'est une question que je me suis posée. En tout cas, vous devez comprendre de quoi je parle. On pourra voir plus tard s'il y a des questions. Et il n'y a pas de condition d'ancienneté. C'est important de le savoir. Donc là, je vous ai mis un imprimé très officiel, évidemment, à renseigner, sachant que les procédures peuvent se faire en ligne depuis l'an dernier. Ça faisait aussi partie de la réforme.
Donc, comme je vous le disais, l'intermédiation locative est clairement encouragée. Donc, il faut savoir qu'on présente l'intermédiation locative vraiment comme une simplification et une sécurisation de la gestion locative pour le bailleur. C'est vraiment comme ça qu'on essaie de le promouvoir parce que, vous le savez bien, je suppose aussi chez vous, l'intermédiation locative s'adressant à des personnes en difficulté, que ce soit sociale ou économique ou les deux, eh bien, le bailleur a bien souvent une image assez négative de ce dispositif. Donc, on essaie, nous, de promouvoir les avantages liés à ça, mais ce n'est pas toujours évident. Donc, je voulais expliquer l'avantage fiscal et bonifié. Et puis, il y a des primes qui s'ajoutent, j'en parlerai après. Donc, l'intermédiation locative, je crois que vous connaissez bien aussi chez vous. Donc, bon, en tout cas, chez nous, il y a des agréments spécifiques qui existent pour habiliter des organismes qui sont associatifs à exercer ces missions sous deux formes différentes. Soit le mandat de gestion classique que l'on connaît, mais avec un accompagnement social effectivement adapté en fonction des besoins de l'occupant, du locataire. Et puis la location sous location, où l'occupant n'est pas locataire, il est plutôt hébergé, moyennant éventuellement une contribution. Et cette disposition s'adresse évidemment plutôt aux publics les plus fragiles. Voilà, je le disais, des démarches simplifiées avec une plateforme en ligne mise en service au moment de la réforme, où le bailleur peut faire sa demande de convention en ligne et où il peut avant tout même faire une simulation de savoir quel loyer va s'appliquer, quel niveau de ressources pour le locataire et quelle réduction d'impôt il peut attendre. Voilà, voilà. Ça, c'était pour la présentation du conventionnement. Il faut savoir que au niveau de l'intermédiation locative, je le détaille dans ma note. Donc, ce sont des dispositifs qui sont financés dans le fonctionnement par l'État. Ça, c'est une chose. Mais elles peuvent aussi, ces organismes-là peuvent aussi être financés au niveau local par les collectivités qui feraient le choix donc de mettre en place notamment des plateformes de captation des logements. C'est comme ça qu'on les appelle. Je vous ai mis ici l'exemple d'une plateforme en service sur la métropole d'Orléans, avec là encore beaucoup de communication en direction des propriétaires bailleurs. Où là aussi, on leur vend beaucoup le clé en main. Donc, ça commence par l'IML, mais on leur vend aussi la possibilité des aides aux travaux, puisqu'il se trouve que la métropole d'Orléans est délégataire des aides à la pierre, je vous le disais tout à l'heure, et peut donc, à ce titre, octroyer des subventions. Donc maintenant, on va parler justement des aides aux travaux. Alors, en introduction, je peux vous dire que depuis 2021, alors les aides aux travaux aux bailleurs dont je vais vous parler, elles sont vraiment historiques, ça fait vraiment longtemps qu'elles existent, même si elles évoluent au cours du temps. Et depuis 2021 est apparu en France un nouveau dispositif qui est très, très, très connu parce qu'il y a une très lourde communication. Il s'appelle MaPrimeRénov' et il est ouvert depuis 2021 aux bailleurs. Et ça, je dois dire que ça a pas mal perturbé, j'en reparlerai, notre communication sur les aides liées au conventionnement, puisque MaPrimeRénov' n'oblige pas les bailleurs à conventionner, c'est simplement une aide à la rénovation énergétique, avec un engagement moral à continuer de louer, mais sans aucune condition particulière. Donc là, je vais vous parler vraiment des aides aux travaux qui sont liées au conventionnement et qui sont plus importantes et plus globales. Donc, pour rappel, les trois grandes catégories de travaux que l'on peut financer dans le cadre de ces aides liées au conventionnement. Donc, la rénovation lourde ou en tout cas globale de logements dégradés ou même la transformation d'usage, c'est-à-dire la transformation d'un local qui n'était pas un logement en logement. La rénovation énergétique et l'adaptation des logements au vieillissement ou au handicap. Dans le cadre de ces aides aux travaux, on est encore plus exigeant que dans le cadre de la convention seule, c'est-à-dire qu'on va, et depuis plusieurs années déjà, exiger une étiquette minimale D après travaux, ce qui est intéressant puisqu'on va produire donc un logement à loyer à la fois maîtrisé et aux charges maîtrisées. Donc, on produit vraiment un logement qualitatif sur la durée. Donc, le montant des aides, alors on a un système assez compliqué, je vous épargne là la production de notre tableau d'aide qui est assez illisible.
Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est en train de réfléchir à les faire évoluer. Donc, il est fonction à la fois de la nature des travaux, de la surface des logements, qui est plafonnée, sur lesquels on va appliquer donc un plafond de travaux au mètre carré et un taux de subvention selon la nature des travaux. Bon, voilà, s'ajoute à ça des primes possibles. Je passe les détails. En tout cas, pour vous donner des ordres d'idées, pour la rénovation lourde d'un logement dégradé, on peut aller jusqu'à 28 000 € de subvention pour un logement de 80 mètres carrés. Et pour une rénovation énergétique, on peut aller jusqu'à 15 000 € de subvention pour un logement également de 80 mètres carrés. Donc ça, c'est des exemples pour vous donner un aperçu de ce que ça peut donner. Par ailleurs, il faut savoir que les bailleurs peuvent bénéficier d'un accompagnement au projet de travaux, qui va comprendre aussi l'accompagnement aux démarches administratives pour signer la convention. Donc cet accompagnement, soit il est gratuit pour le bailleur parce qu'il va s'inscrire dans une opération programmée dont j'ai parlé au départ, que l'ANA va financer dans le cadre d'une démarche contractuelle avec les collectivités, ou bien, si on n'est pas dans ces territoires-là, il sera financé forfaitairement par l'ANA. Donc, en gros, l'accompagnement, c'est vraiment un genre d'assistant à maître d'ouvrage qui va vraiment conseiller à la fois sur les aspects techniques, enfin essentiellement sur les aspects techniques, mais qui va aussi faire tout l'accompagnement administratif, la demande de subvention, la demande de convention, etc. Et puis, l'accompagnement, il a lieu de A à Z, c'est-à-dire que ce sera dès le démarrage du projet, avant même la demande des devis, puis l'examen des devis. Alors, évidemment, ce n'est pas de la maîtrise d'œuvre, hein, mais il viendra aussi contrôler en fin de travaux que les travaux projetés ont bien été réalisés, etc. On est plutôt sur une assistance à maîtrise d'ouvrage. Voilà. Maintenant, je vais vous parler des forces et des faiblesses, et puis des pistes d'évolution en cours. Alors, la réforme de 2022, elle visait la massification du conventionnement. J'aurais pu le mettre en guillemets parce que c'est vraiment... Allô? Excusez-moi, il me reste 5 minutes. Oui, ça va être très rapide. Donc, le dispositif, enfin, la réforme visait une massification du conventionnement et malheureusement, on peut dire que cette massification, elle n'est pas encore au rendez-vous. Aujourd'hui, pour vous dire, on a environ 100 000 logements conventionnés ANA en France, ce qui est peu. On avait 150 000 il y a 5 ans, donc on est sur un phénomène de régression. C'est pour ça que la réforme a voulu, enfin, c'est faite, mais aujourd'hui, on n'observe pas encore les résultats. Alors pourquoi? Ben, certainement pour plusieurs raisons. D'abord sur la définition des loyers. Alors effectivement, on a gagné en simplicité et en lisibilité parce qu'on a un affichage de loyers très direct au niveau national. Mais cependant, il peut y avoir des difficultés à définir ces niveaux de loyer parce que pour les définir, il faut disposer de données actualisées. Et ça, c'est peut-être un défaut qu'on a eu au départ de notre réforme, c'est qu'on n'avait pas des données très actuelles pour tous les territoires. Donc, ce qui a créé forcément des frustrations avec des loyers jugés trop faibles. Sur des secteurs tendus, on peut constater qu'on a une difficulté à produire des loyers qui soient réellement accessibles aux locataires modestes, puisque les plafonds peuvent être finalement relativement hauts par rapport à des locataires qui seraient vraiment les plus modestes. Donc, une piste d'évolution, bah, c'est d'améliorer les sources de données de loyers, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est bien acquis. Et puis peut-être de définir aussi des loyers en infracommunal pour arriver à mieux caler aux réalités du marché. Alors, côté fiscalité, la réforme de passer à une réduction d'impôt, elle avait pour but d'être intéressante pour une majorité de bailleurs. Alors qu'avant, le dispositif qu'on avait intéressait surtout les bailleurs fortement imposés. Donc, effectivement, on va couvrir là plus de bailleurs, mais cependant, on a un problème, c'est que les plus aisés, du coup, ils sont vite arrêtés par le plafonnement global des avantages fiscaux dont j'ai parlé au début. Donc, ils auront moins tendance à recourir au dispositif qu'avant. Et à l'opposé, on a quand même une difficulté à toucher les bailleurs les plus modestes qui, eux, ne profitent pas de l'avantage fiscal puisqu'ils ne sont pas imposables. Donc, en fait, voilà. Donc, en fait, il y a aujourd'hui la réflexion de peut-être transformer cet avantage en crédit d'impôt, ce qui permettrait de toucher vraiment tout le monde.
Et puis les aides aux travaux, ben, le parcours aujourd'hui, je le disais, il est jugé long et complexe. Les aides, elles sont assez peu lisibles. C'est pour ça qu'on est en train de réfléchir à refondre ces aides. Mais avec le risque, de notre point de vue agence, hein, que ces aides soient déconnectées du conventionnement. En fait, il y a aujourd'hui au sein de nos ministères des tendances, des hypothèses qui pourraient aller jusqu'à dire, ben non, non, d'un côté on aide, de l'autre côté on conventionne, mais on ne lit pas les deux. Alors qu'aujourd'hui, nous, on fait le constat que le conventionnement, c'est aussi, enfin, les aides aux travaux, c'est un levier pour produire des logements conventionnés. Puisqu'en fait, la moitié des logements conventionnés qu'on produit chaque année, c'est via les aides au logement, c'est via les aides aux travaux. Donc, c'est quand même intéressant de faire ce constat et du coup, ça nous interroge beaucoup qu'il puisse y avoir éventuellement la possibilité de déconnecter cet avantage au conventionnement. Voilà, après, il y a d'autres possibilités d'évolution qui consisteraient à ne plus conventionner, c'est-à-dire à passer à une simple déclaration de la part des propriétaires bailleurs. Certes, ça irait dans le sens de la simplification, mais à ce moment-là, nous, on s'interroge beaucoup sur le contrôle, puisqu'en fait, dans le cadre du conventionnement, l'ANA fait un énorme boulot de contrôle à l'amont, où elle contrôle à la fois les niveaux de loyer, les niveaux de ressources, etc., la décence, l'étiquette énergie. Et si ça devient déclaratif, on peut être assez dubitatif quant à la réalité des conditions respectées. En fait, j'en ai terminé et je suis ouverte à toutes vos questions.